L'air du crématorium était lourd de l'odeur écœurante des lits et de l'odeur encore plus lourde d'un chagrin de composition. Je me tenais dans la file des condoléances, la main engourdie à force d'être serrée, le visage endolori par un sourire qui n'avait rien à y faire. Ma mère s'agrippait à mon bras, ses sanglots opportunément programmés pour l'arrivée d'un nouveau sympathisant. Tout cela n'était qu'une performance, et j'en étais la régisseuse involontaire. Puis, une femme que je n'avais jamais vue auparavant s'est avancée devant moi. Elle était plus âgée, avec des yeux qui ne contenaient aucune platitude, seulement une acuité lasse. Elle ignora complètement ma mère. « Je suis désolée pour l'homme que vous pensiez avoir perdu », murmura-t-elle, sa voix un bourdonnement bas et pressant. Avant que je puisse comprendre l'étrangeté de sa phrase, elle pressa une petite clé en laiton, froide et ancienne, dans ma paume, refermant mes doigts dessus. « Il n'était pas celui que vous croyez, dit-elle, son regard inflexible. Ceci le prouvera. » Et puis elle disparut, se fondant à nouveau dans la foule de costumes noirs et de politesses voilées, me laissant avec une clé dans la main et un gouffre s'ouvrant dans ma vie. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Mon fiancé Ben a vu tout l'échange. Je sentis sa main dans le creux de mon dos, une encre silencieuse dans la marée tourbillonnante du drame de ma famille. Il se pencha près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. « Ça va ? Qui était-ce » Je ne pus que hocher la tête, mes doigts se resserrant sur la clé jusqu'à ce que ses dents s'enfoncent dans ma peau. Le métal était un minuscule et solide morceau de réalité dans une journée qui ressemblait à une pièce de théâtre mal écrite. Ma mère, bien sûr, n'avait rien vu. Elle était trop occupée à accepter les condoléances d'un lointain cousin, son visage un masque parfait de deuil tragique. Elle était passée maître dans l'art des apparences, une compétence que mon père avait à la fois admirée et exploitée. Plus tard, alors que nous étions assis dans la limousine stérile et silencieuse, j'avais l'impression que la clé brûlait un trou dans mon sac à main. Mon frère, Léo, était au téléphone, parlant déjà d'une affaire avec quelqu'un de son bureau. « Le marché ne s'arrête pas pour la mort, Mia », m'avait-il dit avec un haussement d'épaule quand je lui avais lancé un regard. C'était tout Léo, pragmatique au point d'en être sociopathe. Ma mère s'agitait avec un fil qui dépassait de sa robe. « J'espère que le traiteur n'a pas oublié de ne pas mettre de noix dans le pesto », murmura-t-elle, comme si c'était la préoccupation la plus urgente. Mon père était parti, et il s'inquiétait du cours des actions et des canapés. Je n'ai rien dit. Je ne disais rien depuis 28 ans. J'étais l'amortisseur de la famille, la pacificatrice désignée, celle qui payait discrètement la note quand la carte de crédit de quelqu'un était refusée, celle qui écoutait les disputes circulaires et les plaintes, sans fin sans jamais offrir les miennes. Mon rôle était d'être la stable, la responsable, pour qu'ils puissent tous continuer leur programme de dysfonctionnement habituel. Papa m'avait toujours appelé son « petit roc ». Ce n'est qu'en rencontrant Ben que j'ai réalisé qu'être un roc signifie simplement qu'il est facile de se tenir sur vous. Ben avait une façon de voir à travers le brouillard. « Ce n'est pas normal, Mia », disait-il doucement après un dîner de fête où l'on attendait de moi que je cuisine, nettoie et serve de médiatrice dans une dispute entre mon père et Léo à propos d'un match de football. La façon dont ils te parlent, les choses qu'ils attendent de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilité. J'avais toujours balayé ça d'un revers de la main. C'est juste leur façon d'être. C'est plus simple de ne pas se battre. Mais en tenant cette clé, j'ai commencé à me demander quelles autres vérités j'avais évitées parce que me battre pour elles semblait trop difficile. La réception chez mes parents était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Une mer de murmures feutrés, les associés de mon père buvant son scotch coûteux, et ma mère voltigeant d'un groupe à l'autre, racontant une version aseptisée et héroïque des derniers jours de mon père. Léo, bien sûr, jouait les mondains, serrant des mains et acceptant les « je suis désolé pour votre perte » avec la même gravité que lorsqu'il recevait un prix d'affaires. J'ai trouvé un coin dans la cuisine, ayant besoin d'échapper au poids oppressant de tout cela. Ben m'y a trouvé, me tendant un verre d'eau. « Parle-moi », a-t-il dit. J'ai ouvert ma paume et lui ai montré la clé. Elle était ornée, du genre que l'on voit pour de vieux journaux intimes ou des boîtes à bijoux. Ce n'était certainement pas une clé de porte. Elle a dit qu'il n'était pas celui que je croyais, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre. Elle a dit que ceci le prouverait. Ben a retourné la clé entre ses doigts. « Ta mère et Léo diront que c'est une dérangée », a-t-il dit, anticipant déjà leur réaction. « Ils te diront de la jeter, de ne pas profaner sa mémoire. » Il avait raison. C'était leur stratégie. Tout ce qui remettait en question leur réalité soigneusement construite devait être rejeté comme étant fou, malveillant ou un malentendu. Pour comprendre ma famille,
Il faut comprendre la dynamique. Mon père, Richard, était le soleil. Tout tournait autour de lui. C'était un conseiller financier à succès, ou du moins c'est ce qu'on nous disait, un homme qui projetait une aura de compétence et de contrôle absolus. Il était généreux en public, mais en privé, sa générosité était une arme. Elle venait toujours avec des conditions. Léo était l'enfant chéri, l'héritier présomptif. Il était une copie conforme de mon père en termes d'ambition, mais manquait de charme, le remplaçant par une arrogance brutale. Il ne pouvait rien faire de mal. S'il accidentait une voiture, papa lui en achetait une nouvelle. S'il ratait un cours, papa appelait le doyen. Moi, par contre, j'étais la bonne à tout faire. J'étais la gentille, la responsable. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'université, mon père a dit à tout le monde que c'était grâce aux excellentes bases qu'il m'avait fournies. Quand j'ai été diplômée avec mention, il a plaisanté en disant que je devais tenir ça de ma mère, un compliment à double tranchant qui parvenait à nous insulter toutes les deux. C'est moi qui devais prêter de l'argent à Léo pour ses start-up, argent que je ne revoyais jamais. C'est moi qui devais quitter le travail plus tôt pour emmener ma mère à un rendez-vous chez le médecin parce que papa était dans une réunion très importante. Ma vie était une série de petits sacrifices faits sur l'autel de leur convenance, le tout sous le couvert d'être une bonne fille et une bonne sœur. C'était une forme d'érosion insidieuse et silencieuse, et je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais été usée. Le lendemain des funérailles, la performance était terminée, et la version brute et non filtrée de ma famille a émergé. Nous étions réunis dans le bureau de mon père, une pièce lambrissée de bois sombre et sentant le cuir et son eau de Cologne. C'était un monument à son ego, tapissé de récompenses et de photos de lui avec divers dignitaires locaux. Ma mère était assise derrière son énorme bureau, l'air petit et perdu. Léo faisait les 100 pas devant la fenêtre, déjà impatient. « Bon, dit-il en frappant dans ses mains. L'avocat vient demain pour la lecture officielle du testament, mais papa m'a dit les grandes lignes. La maison revient à maman, bien sûr. Le portefeuille est partagé entre nous, et Mia reçoit le contenu du coffre et son fonds en fiducie. Il a dit cela si nonchalamment, comme si diviser la vie d'une personne était aussi simple que de couper une tarte. Ma mère a hoché la tête. C'est exact. Richard a toujours été si organisé. J'ai ressenti une pointe familière de quelque chose. Pas de la jalousie, mais une sorte de résignation lasse. Le portefeuille valait des millions. Le contenu du coffre était probablement de vieux albums photos et les perles de ma grand-mère, qu'il m'avait promises il y a des années. Et son fonds en fiducie était un fonds que mon grand-père maternel avait créé pour moi et que mon père gérait. Il l'avait toujours utilisé comme la carotte et le bâton. Si tu gères bien ton argent, Mia, je te laisserai le plein contrôle du fonds quand tu auras 30 ans, disait-il, une menace voilée que si jamais je sortais du rang, il me le ferait payer. J'avais 28 ans. La conversation se déroulait exactement comme je m'y attendais, jusqu'à ce que je décide de dévier du script. Une femme est venue me voir aux funérailles hier, commençai-je, la voix ferme. Léo arrêta de faire les 100 pas. La tête de ma mère se releva brusquement. Elle a dit quelque chose d'étrange. Elle m'a donné ça. J'ai posé la petite clé en laiton sur la surface polie du bureau. Elle avait l'air minuscule et absurde sur ce meuble massif. Léo a ricané, la ramassant et l'examinant avec dédain. « Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un truc de marché aux puces. » Elle a dit que papa n'était pas celui que nous pensions, ai-je continué, observant leur visage. Elle a dit que c'était la preuve. La réaction a été instantanée et parfaitement coordonnée, comme s'il l'avait répété. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Oh, Mia, comment peux-tu ? En ce jour, de tous les jours, ton père vient de nous quitter, et tu viens nous parler des bêtises d'une charognarde. » Léo a rejeté la clé sur le bureau. Ben avait raison, ai-je pensé. C'est une dérangée. Il a pointé un doigt dans ma direction. Papa avait un profil public. Les gens deviennent bizarres. Les fous sortent du bois. Tu dois être plus intelligente que ça. Tu manques de respect à sa mémoire. C'était classique. L'attaque sur 2 fronts. Manipulation émotionnelle de la part de maman. Agression méprisante de la part de Léo. Reporter la faute. Faire de moi la méchante pour avoir même posé la question. Par le passé, cela aurait suffi. Je me serais excusée. J'aurais marmonné quelque chose sur le fait d'être fatiguée et émotive, et j'aurais rangé la clé, honteuse d'avoir troublé la paix. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce la finalité froide des funérailles, ou le regard perçant de l'inconnu, ou simplement 28 années de frustration refoulée qui atteignaient enfin leur point d'ébullition. J'ai ramassé la clé. Peut-être, dis-je, ma voix dangereusement calme, ou peut-être qu'elle disait la vérité. La semaine qui a suivi fut un cours magistral de manipulation psychologique. Ma mère m'appelait plusieurs fois par jour, la voix chargée de chagrin, pour me rappeler quel homme merveilleux était mon père.
Elle racontait des histoires sur sa générosité, son esprit communautaire, son amour indéfectible pour sa famille. Chaque histoire était une pique subtile, un rappel que remettre en question sa perfection était une trahison. Tu te souviens de la fois où il a pris l'avion jusqu'à ton université juste pour t'apporter ta soupe préférée quand tu avais la grippe, chérie? Peu de pères feraient ça. Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi qu'il était resté 20 minutes, avait pris une photo du moment pour ses réseaux sociaux, puis m'avait laissé pour s'envoler vers un week-end de golf en Floride, me laissant la voiture de location à ramener à l'aéroport à 1 heure de là. Les détails se perdaient toujours dans la mythologie familiale officielle. Léo, quant à lui, adoptait une approche différente. Il était tout en pragmatisme condescendant. « Mia, tu dois te concentrer sur ce qui est important, » disait-il au téléphone. « Nous devons nous occuper de la succession. Nous devons soutenir maman. Cette fantaisie que tu poursuis à propos d'une clé secrète est une distraction. C'est morbide. » Il utilisait beaucoup le mot « morbide ». Il utilisait aussi « instable » et « accablé par le chagrin », suggérant que ma curiosité était un symptôme de détresse mentale. Il m'a même suggéré de voir un thérapeute, non pas pour m'aider à surmonter la mort de mon père, mais pour m'aider à reprendre pied avec la réalité. La pression était immense. C'était une campagne coordonnée pour me faire douter de ma propre santé mentale. Ils essayaient de me faire rentrer dans la case qui m'était désignée, celle étiquetée « fille docile ». Chaque fois que j'essayais de trouver un point de départ rationnel pour la clé, je me heurtais à un mur. J'ai fouillé le bureau de mon père, ses placards, ses vieilles boîtes dans le grenier. Rien. La clé n'ouvrait aucune serrure que je pouvais trouver. Elle était pour quelque chose de petit, de personnel. J'ai commencé à réfléchir à ce que la femme avait dit. « Je suis désolée pour l'homme que vous pensiez avoir perdu. » Cela impliquait un moi public et un moi privé. Mon père était obsédé par son image publique. Il la cultivait comme une exposition de musée. Mais l'homme que je connaissais en privé était différent. Il n'était pas ouvertement cruel, mais c'était un maître de la manipulation émotionnelle subtile. Tout était transactionnel. J'ai payé tes études, donc le moins que tu puisses faire est de passer Noël ici. Je me suis porté garant pour ton appartement, alors ne prends pas de grandes décisions sans m'en parler d'abord. C'était une toile d'obligation, tissée si habilement que je n'ai jamais vu l'araignée. Ben était ma seule bouée de sauvetage vers la raison. « Ils ont peur, Mia », a-t-il dit un soir, alors que j'étais assise à fixer la clé sur notre table basse. Les gens qui n'ont rien à cacher ne font pas autant d'efforts pour empêcher quelqu'un de chercher. Il avait raison. Leur panique était le plus grand indice de tous. Si la femme n'était qu'une dérangée au hasard, pourquoi était-il si désespéré que j'abandonne? Leurs efforts frénétiques pour me faire taire ne faisaient que renforcer ma résolution. La clé n'était plus seulement une clé. C'était un symbole de chaque question que je n'avais jamais été autorisée à poser, de chaque doute que j'avais été forcée d'avaler. Et j'allais trouver la serrure qu'elle ouvrait, quoi qu'ils disent. La recherche de la serrure est devenue une obsession. Je savais qu'elle n'était pas dans la maison. J'avais épuisé toutes les possibilités. La clé était trop ancienne pour un coffre-fort ou un meuble moderne. Elle devait être pour quelque chose à l'extérieur. Ma première pensée fut un coffre-fort bancaire. Le lendemain de la réunion avec l'avocat, où le testament a été lu exactement comme Léo l'avait prédit, j'ai apporté la clé à toutes les banques de la ville de mon père. Je me sentais ridicule, faisant glisser la clé en laiton sur le comptoir devant une série de guichetiers polis mais confus. « Reconnaissez-vous ce type de clé? Pourrait-elle être pour un coffre ici ?» La réponse était toujours un non sympathique mais ferme. La plupart des banques n'utilisaient plus de clés comme celle-ci depuis des décennies. Après la 5e banque, je me suis assise dans ma voiture, me sentant vaincue. Léo a appelé pendant que j'étais assise là. « Maman a dit que tu posais des questions dans les banques, » a-t-il dit, son ton dégoulinant de déception. « Mia, ça devient embarrassant. Les gens parlent. Tu donnes l'impression que papa avait quelque chose à cacher. » Les commérages de la ville battaient leur plein. Bien sûr que ma mère avait une amie qui travaillait dans l'une des banques. Il serrait les rangs, surveillant chacun de mes mouvements. Peu. Être qu'il avait quelque chose à cacher, Léo. Ai-je lâché, ma patience à bout? Y as-tu déjà pensé? Il y eut une pause. « Tu parles exactement comme elle, dit-il, sa voix froide. »« Comme qui ?» ai-je demandé. « Laisse tomber, Mia, pour le bien de maman. » Il a raccroché. Ces mots m'ont secoué. « Tu parles exactement comme elle. » Qui était-elle? C'était un lapsus, une fissure dans la façade soigneusement entretenue. Il savait quelque chose. Il le devait. Je suis rentrée chez moi, ces mots résonnant dans ma tête. Ce soir-là, Ben et moi réfléchissions. Si ce n'est pas une banque, alors quoi? Songeait-il, tenant la clé à la lumière. Ce n'est pas une boîte postale. Peut être un service de coffre privé? Nous en avons cherché quelques-uns, mais ils étaient tous hyper modernes, utilisant des cartes magnétiques et des scans biométriques.
Cette clé était analogique, elle était d'un autre temps. Et un garde-meuble? Ai-je suggéré. Mais elle est si petite. On n'a pas une clé comme ça pour une grande porte métallique. Non, mais si c'était pour une boîte à l'intérieur d'un garde-meuble, a contré Ben, comme un casier ou une malle, c'était une possibilité. Le problème était qu'il y avait des dizaines de centres de stockage dans un rayon de 30 km. Il faudrait des semaines pour tous les vérifier, et je doutais qu'ils me laissent me promener en essayant une clé dans des serrures au hasard. J'étais sur le point d'abandonner pour la nuit quand mes yeux se sont posés sur une boîte de vieilles affaires de mon père que ma mère avait insisté pour que je prenne. Elle était pleine de ses annuaires, de facs et d'albums photos. Je les avais déjà parcourus, mais cette fois, j'ai regardé de plus près. Cachée à la fin d'un annuaire de 1975, j'ai trouvé une petite photo délavée. C'était mon père, l'air jeune et heureux, le bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas. Au dos de son écriture familière, il était écrit « Moi, Eleanor, Lakeview, 74 ». En dessous d'une écriture différente, plus féminine, il y avait les mots « Le début de tout ». Je n'avais jamais entendu le nom d'Eleanor de ma vie. Le nom d'Eleanor a eu l'effet d'une détonation dans la pièce silencieuse. Le nom de ma mère est Carole. Ils se sont rencontrés en 1979, ou du moins c'est ce que racontait l'histoire familiale officielle. Qui était Eleanor? J'ai fixé la photographie. Elle était belle, avec de longs cheveux sombres et un sourire éclatant et sans retenue. Elle regardait mon père avec une telle adoration manifeste, et il lui rendait son regard de la même manière. C'était une photo de deux personnes profondément amoureuses. C'était un regard que je ne l'avais jamais vu poser sur ma mère. Je suis immédiatement allée sur Internet, le cœur battant. J'ai cherché Richard Miller et Eleanor en ajoutant Lakeview au terme de recherche. Internet est un archéologue d'une efficacité effrayante. Il a fallu moins de 10 minutes pour le trouver. Une archive de journal, numérisée du journal local de Lakeview. Un faire-part de mariage de juin 1975. Eleanor Jensen épouse Richard Miller. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Mon père avait été marié auparavant. Il avait eu une toute autre vie, une toute autre femme, qu'il avait complètement et totalement effacée. C'était un mensonge d'une magnitude si époustouflante que je n'ai pas pu le traiter au début. Toute ma vie, toute ma compréhension de l'histoire de ma famille, était construite sur des fondations de sable. Les mots de Léo, au téléphone, me sont revenus en mémoire. Tu parles exactement comme elle. Il ne parlait pas de ma mère. Il parlait d'Eleanor. Il savait. Il devait savoir. Ma mère, savait-elle? Avait-elle participé volontairement à ce mensonge? Ou en était-elle aussi une victime? Je me suis sentie soudainement malade. L'image soigneusement construite de mon père en tant que pilier d'intégrité, homme de parole, s'est brisée en 1 million de morceaux. Il n'était pas seulement un père manipulateur, c'était un menteur à une échelle que je ne pouvais pas comprendre. Ben était assis à côté de moi, lisant l'écran par-dessus mon épaule. Il n'a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Il a juste mis son bras autour de moi. Sur quoi d'autre a-t-il menti? Demandé doucement. C'était la question, n'est-ce pas? C'était clairement plus qu'un simple premier mariage de jeunesse qui s'était terminé. Les gens divorcent. Ils n'effacent généralement pas leur ex-conjoint de l'existence. Il devait y avoir plus à l'histoire. Et la femme aux funérailles? Qui était-elle? Était-ce Eleanor? Non, la femme sur la photo était trop jeune. Une sœur, peut être? Une fille? Mon esprit s'emballait, reliant des points dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. La clé. La femme. Eleanor. Le lapsus de Léo. La panique de ma famille. Tout faisait partie du même secret. Un secret qu'ils gardaient au péril de leur vie. Ma recherche ne concernait plus une clé mystérieuse. Elle visait à découvrir la vérité sur qui était vraiment mon père, et ce faisant, à découvrir la vérité sur qui j'étais. La fille responsable d'un grand homme, ou l'enfant d'un escroc, élevé dans une maison de mensonges. La prochaine étape était claire. Je devais découvrir ce qui était arrivé à Eleanor Jensen. Mon enquête sur Eleanor Jensen a commencé par les registres publics, une manière stérile et détachée de découvrir une histoire profondément personnelle. J'ai trouvé un certificat de divorce daté de 1978, à peine 3 ans après le mariage. Le motif invoqué était « différend irréconciliable », un terme fade pour ce qui a dû être un monde de douleur. 1 an plus tard, selon les documents, il épousait ma mère. Le calendrier était serré, inconfortablement serré. Il dépeignait un homme qui passait à autre chose avec une efficacité impitoyable. La véritable percée est venue lorsque j'ai trouvé un article numérisé de ce même journal de Lakeview, daté de 1978, quelques mois avant la finalisation du divorce. Le titre était petit,
Enfoui dans la section des nouvelles locales. Une entreprise locale subit un incendie dévastateur. L'entreprise était Jensen's Fine Woods, un atelier de meubles sur mesure familiale. Le propriétaire était Thomas Jensen, le père d'Eleanor. L'article décrivait l'incendie comme une perte totale, notant que la couverture d'assurance avait mystérieusement expiré juste un mois auparavant. La cause de l'incendie a été officiellement classée comme indéterminée, mais un incendie criminel était suspecté. Personne n'a jamais été inculpé. Mon sang se glaça. Mon père, un conseiller financier, aurait tout su sur les polices d'assurance. Il était marié à la fille du propriétaire. Aurait-il pu être impliqué? Cela semblait monstrueux, digne d'un roman policier, mais après avoir découvert son premier mariage secret, le champ des possibles s'était considérablement élargi. Je devais trouver quelqu'un qui connaissait Eleanor, quelqu'un qui était là. Le faire-part de mariage mentionnait la demoiselle d'honneur d'Eleanor, sa sœur, Catherine Jensen. Une recherche rapide pour Catherine Jensen de Lakeview a donné quelques possibilités. J'ai tenté ma chance et j'ai commencé à passer des appels. Les 2 premiers étaient des impasses. La 3e femme qui a répondu avait une voix prudente, lasse. « Oui, c'est Catherine, dit-elle. Qui est à l'appareil ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Je m'appelle Mia Miller. Mon père était Richard Miller. Je crois qu'il a été marié à votre sœur, Eleanor. » Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, elle a parlé, et sa voix était remplie d'une vie entière de colère. « Il vous en a fallu. Du temps, dit-elle. C'était elle. La femme des funérailles. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec un bruit sourd et écœurant. La femme qui m'avait donné la clé était la première belle-sœur de mon père. Ce n'était pas une dérangée ou une croqueuse de diamants, c'était un témoin. Pouvons-nous nous rencontrer? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. J'ai tellement de questions. Je vais faire mieux que ça, dit Catherine. Je vais vous montrer. Avez-vous toujours la clé? Oui, dis-je. Je l'ai. Bien, répondit-elle. Parce que Richard était un voleur dans tous les sens du terme. Il n'a pas seulement volé l'argent de ma famille, il a volé notre histoire. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Elle me donna une adresse. Ce n'était ni une maison, ni un bureau. C'était un garde-meuble, un vieux, dans la banlieue industrielle de la ville, le genre qui utilisait encore des cadenas et des clés en laiton. Le garde-meuble était un paysage sinistre d'acier ondulé et de peinture délavée. Des taches de rouille coulaient sur les côtés des portes métalliques comme de vieilles blessures. L'endroit semblait être un lieu où les choses allaient pour être oubliées. Catherine Jensen m'attendait près du clavier à l'entrée. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était aux funérailles, moins sur la défensive, mais non moins intense. L'acuité lasse dans ses yeux était toujours là. Elle était habillée simplement, en jean et veste, et elle m'a fait un signe de tête alors que je sortais de ma voiture. « Mia », dit-elle. Ce n'était pas une question. « Merci d'être venue », ai-je dit, ma voix semblant faible dans cet espace ouvert et venteux. « Merci de me faire confiance. »« Je ne vous fais pas confiance », corrigea-t-elle, son ton direct mais pas méchant. « Je fais confiance au fait que la fille de Richard Miller a peut être héritée d'une conscience, même s'il n'en a jamais eu. Allons-y. » Elle me conduisit le long d'un long couloir, résonnant jusqu'à un box tout au fond. Il était plus petit que les autres, avec une simple porte à charnière au lieu d'une porte enroulable, sécurisée par un vieux cadenas robuste. « C'était à ma sœur, dit-elle en désignant le cadenas. Après que tout s'est effondré, elle a mis quelques affaires ici. Des choses qu'elle ne pouvait pas supporter de regarder, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à jeter. Quand elle est morte, le gérant du centre m'a contactée. Je paie la facture depuis 15 ans, en attendant le bon moment. Eleanor est morte? La nouvelle m'a frappée plus fort que je ne l'aurais cru. J'avais imaginé une femme quelque part, une femme que je pourrais peu être rencontrée. Un cancer, dit Catherine, sa voix s'adoucissant pour la première fois. Il l'a emportée il y a 5 ans. Elle ne s'est jamais remariée. Elle ne s'est jamais vraiment remise de ce qu'il lui a fait. Elle me regarda. « Allez-y, la clé. » Ma main tremblait alors que j'insérais la clé en laiton dans le cadenas. Il était raide au début, mais avec un peu de force, il a tourné avec un clic fort et grinçant. Le cadenas s'est ouvert. Je l'ai retiré et, avec l'aide de Catherine, j'ai tiré la lourde porte. L'air qui en est sorti était vicié et moisi, l'odeur du temps scellé. Le box était minuscule, pas plus grand qu'un dressing. Il n'était pas rempli de meubles ou de grandes boîtes. À la place, il y avait 3 grandes mallettes à documents en cuir, une boîte en carton scellé et un seul et magnifique coffre en bois avec des sculptures complexes. C'était la capsule temporelle d'une vie dont j'ignorais l'existence. Il lui a dit qu'il mettrait tous leurs documents importants dans un coffre-fort, dit Catherine,
sa voix basse et amère. Certificat de mariage, titre de propriété de l'atelier, police d'assurance. Après l'incendie, quand mon père a été ruiné et Ellie anéantie, elle a découvert qu'il avait laissé la police d'assurance de l'atelier expirer. Il a prétendu que c'était un oubli, une terrible erreur. Il était si convaincant. Il a mis mon père en faillite, et il l'a fait en jouant le rôle du gendre affligé et solidaire. Elle désigna les mallettes à documents. Ellie était intelligente, cependant. Avant qu'il ne la quitte, elle est devenue méfiante. Il était toujours si secret avec son courrier. Un jour, elle est allée au bureau de poste et a ouvert une boîte à son nom. Elle a commencé à s'y faire envoyer des copies de leurs relevés financiers. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Ce qu'elle a trouvé, eh bien, c'est là, dedans, c'est l'homme que vous n'avez jamais connu. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais la première mallette à documents en cuir. Elle était lourde, remplie de papiers qui semblaient fragiles avec l'âge. Catherine et moi avons transporté les mallettes et le coffre en bois hors du garde-meuble et les avons chargés dans ma voiture. Nous n'avons pas parlé. Le poids de ce que nous étions sur le point de découvrir pesait entre nous, trop lourd pour les mots. Je nous ai conduites à un café tranquille, ayant besoin d'un espace neutre, un endroit avec de la lumière et le murmure des vies normales des autres pour contrer l'obscurité dans laquelle j'entrais. Nous nous sommes assises à une table d'angle, et j'ai détaché la sangle de la première mallette. Les documents à l'intérieur étaient méticuleusement organisés, étiquetés de l'écriture soignée d'Eleanor. La première série de dossiers contenait des relevés bancaires d'un compte joint qu'elle avait avec mon père. J'ai vu ses dépôts de salaire, leurs paiements d'hypothèque, les finances banales d'un jeune couple marié. Mais ensuite, j'ai vu les retraits, d'importants retraits réguliers en espèces, des milliers de dollars à la fois, sans dépôt correspondant sur aucun autre compte connu. C'était une ponction régulière et systématique. Le dossier suivant était encore plus accablant. Il contenait des duplicata de demandes de prêts. Mon père avait contracté des prêts personnels à taux d'intérêt élevés auprès de prêteurs peu recommandables, tous à son nom, mais en utilisant l'atelier de meubles Jensen's Fine Woods comme garantie. Il avait falsifié la signature de son père sur les documents. L'audace de l'acte était stupéfiante. Il mettait en jeu l'héritage de sa famille, le travail de leur vie, sans qu'il le sache, et détournait l'argent. Catherine observait mon visage pendant que je lisais. Mon père lui faisait entièrement confiance, dit-elle, la voix tendue. Richard était l'intelligent, celui qui avait la bosse des maths. Il a dit à mon père qu'il restructurait les finances de l'entreprise pour la rendre plus rentable. Ce qu'il faisait en réalité, c'était la saigner à blanc. J'ai tourné à la section suivante. C'était de la correspondance de la compagnie d'assurance. Une lettre confirmant la demande de mon père d'annuler la police d'assurance incendie et risques divers de l'atelier, datée exactement 1 mois avant l'incendie. La raison qu'il donnait était qu'il passait à un fournisseur plus complet. Il ne l'a jamais fait. Il l'a juste annulé. Le rapport officiel qualifiait la cause de l'incendie d'indéterminé. En regardant cette lettre, c'était limpide. Ça aurait aussi bien pu être des aveux signés. Il n'avait pas seulement laissé la police expirer. Il l'avait annulée intentionnellement. Il avait préparé le terrain pour la destruction de leur entreprise, sachant qu'il n'aurait aucun recours. Il a attendu qu'elle brûle, a encaissé les prêts qu'il avait contractés contre elle, puis est parti, les laissant avec rien d'autre que des cendres et des dettes. Il les avait détruits, complètement et méthodiquement. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas de la malchance, c'était un plan froid, calculé, diabolique. J'ai ressenti une vague de nausée. C'était l'homme que ma mère vénérait, l'homme que mon frère imitait. C'était le héros dont je devais protéger la mémoire. La deuxième mallette à documents portait sur la suite des événements. Elle détaillait les conséquences. Il y avait des lettres d'avocats, d'agences de recouvrement et de la banque, toutes adressées à Eleanor et à son père. Ils étaient poursuivis pour les dettes que mon père avait secrètement contractées. Ils ont perdu leur maison. Thomas Jensen, un homme fier qui avait bâti son entreprise à partir de rien, a subi une crise cardiaque massive 6 mois après l'incendie. Il a survécu, mais il n'a plus jamais été le même. Il est mort 2 ans plus tard, un homme brisé et ruiné. Catherine a tout expliqué d'une voix basse et régulière, la douleur encore vive même après toutes ces années. Richard a joué la victime aux côtés d'Ellie, dit-elle en remuant son café intact. Il était si solidaire, si dévasté. Il lui a dit qu'ils s'en sortiraient ensemble. Il la tenait dans ses bras pendant qu'elle pleurait sur les ruines de sa famille. Et pendant tout ce temps, il avait l'argent. Il était passé à sa prochaine cible. Sa prochaine cible était ma mère. Dans une poche latérale de la mallette se trouvait un dossier intitulé « Carole, ma mère ». Eleanor avait fait ses recherches.
Elle avait découvert la nouvelle vie de mon père. À l'intérieur se trouvaient des copies de registres publics, le certificat de mariage de mes parents, l'acte de propriété de la grande maison où j'ai grandi, acheté à peine 4 mois après la finalisation de son divorce avec Eleanor. Elle avait été achetée en espèces, l'argent qu'il avait volé. Il n'avait pas seulement quitté Eleanor, il avait utilisé l'argent qu'il avait siphonné de sa famille pour se construire une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle identité respectable. Il avait littéralement construit la maison de mon enfance sur les fondations de leur ruine. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque souvenir heureux que j'avais dans cette maison les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire, les barbecues d'été étaient maintenant souillés, tachés par cette horrible vérité. Ma vie avait été financée par un crime. Est-ce que ma mère le savait? Ai-je finalement demandé, la question que je redoutais le plus. Catherine m'a regardée, son expression un mélange de pitié et d'acier. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Au début, Ellie était convaincue que c'était impossible. Mais ensuite, Richard n'était pas le genre d'homme qui pouvait garder un secret s'il y avait un avantage à le partager. Il aimait avoir un moyen de pression. Mon avis, il lui a raconté une version de l'histoire. Une version où il était la victime, où Eleanor était instable ou infidèle, et où il avait réussi à sauver quelque chose d'une mauvaise situation. Il l'aurait fait se sentir spécial, comme si elle était la seule à qui il pouvait confier son passé douloureux. Il l'aurait rendue complice sans même qu'elle s'en rende compte. Cela lui ressemblait exactement. Cela ressemblait à l'homme que je connaissais, le maître manipulateur. Il n'aurait pas simplement menti. Il aurait tordu la vérité en une arme et l'aurait utilisée pour lier ma mère à lui. Le dernier élément de cette mallette était une petite enveloppe scellée. Sur le devant, de la main d'Eleanor, il était écrit « Pour la fille, si jamais tu trouves ceci ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une lettre écrite non pas à moi par mon nom, mais à l'idée de moi. Elle était courte, et les mots étaient gravés sur la page avec ce qui a dû être un cœur lourd. « Je ne sais pas qui tu es, ni ce qu'il t'a raconté, » disait-elle, « mais je sais que c'est un homme qui construit sa vie sur les décombres des autres. J'espère pour ton bien que tu fais partie de la vie qu'il a construite, et non des décombres qu'il laisse derrière lui. Sois prudente, son amour est une cage. » La troisième mallette était différente. Elle ne concernait pas le passé, mais le présent. Il semblait qu'Eleanor n'avait jamais cessé de surveiller mon père. Elle était devenue un fantôme, chroniquant silencieusement sa vie à distance. La mallette était remplie de coupures de presse sur ses réussites professionnelles, d'impressions du site web de son entreprise, et même de programmes d'événements caritatifs qu'il avait présidés. Il avait construit une forteresse de respectabilité autour de lui. Mais sous les éloges publics, Eleanor avait trouvé les fissures. La mallette contenait des documents financiers qu'elle avait réussi à obtenir au fil des ans, des rapports d'enquête privés. Elle avait dépensé le peu d'argent qui lui restait pour essayer de trouver un moyen de le démasquer, mais il avait trop bien brouillé les pistes. L'incendie était une affaire classée, les faux trop anciens pour être poursuivis. Il avait gagné. Mais la découverte la plus choquante se trouvait dans un dossier intitulé « Le fonds en fiducie », mon fonds, celui que mon grand-père m'avait laissé, celui que mon père gérait. À l'intérieur se trouvait un relevé d'une société de gestion de patrimoine privé dont je n'avais jamais entendu parler. Il montrait le capital initial du fonds, une somme substantielle. Et puis il montrait une série d'investissements que mon père avait fait en mon nom au cours de la dernière décennie. Des entreprises spéculatives à haut risque, des entreprises qui avaient fait faillite. C'était une suite de pertes catastrophiques. Mais à côté de ces relevés se trouvait une autre série de documents, des comptes de courtage au nom de mon père. Et les jours exacts où il avait investi l'argent de mon fonds dans une entreprise en difficulté, il avait pris une position de vente à découvert sur cette même entreprise dans son propre compte. Il utilisait mon argent pour faire de mauvais paris, sachant qu'ils échoueraient, tout en pariant contre eux avec son propre argent pour réaliser un profit. Il n'était pas seulement un mauvais investisseur. Il utilisait mon héritage comme son fonds spéculatif personnel, sabotant intentionnellement mon avenir pour garantir son présent. Il me volait, sa propre fille. Il m'avait fait exactement la même chose qu'à la famille d'Eleanor, mais avec des outils plus sophistiqués. Le petit roc, dont il était si fier, était celui qu'il creusait de l'intérieur. J'ai enfin compris toute l'étendue de sa monstruosité. Il ne voyait pas les gens, il voyait des actifs. La famille d'Eleanor était un actif à liquider. Mon fonds était un actif à liquider. Ma docilité était un actif à exploiter. Nous n'étions tous que des ressources qu'il consommait pour construire sa vie parfaite. Catherine a posé sa main sur mon bras. C'était un parasite, Mia. Il s'attachait aux gens qui avaient bon cœur et des ressources, et il les saignait à blanc. Ma sœur a été la première. On dirait que tu étais censée être la dernière.
J'ai pensé à ma mère et à Léo, attendant si impatiemment la lecture du testament, si confiants dans la fortune qu'ils allaient hériter. J'ai regardé les documents devant moi, preuve de fraude, de vol, et une montagne de dettes que mon père avait cachées derrière sa façade de succès. Le portefeuille qu'ils étaient si excités de se partager, c'était probablement un mirage, un château de cartes construit avec mon argent volé et soutenu par des mensonges. Le roi était mort, et je détenais la preuve que tout son royaume était une imposture. Nous avions encore le coffre en bois à ouvrir. Catherine m'a dit que c'était la boîte à souvenirs personnels d'Éléanore. Nous l'avons ramenée à mon appartement, l'air chargé d'un deuil tacite, pour une femme que je n'avais jamais rencontrée mais à laquelle je me sentais désormais inextricablement liée. Ben était à la maison, et je l'ai rapidement mis au courant, ma voix monotone, alors que j'exposais les faits de la trahison époustouflante de mon père. Il a écouté, son visage se durcissant de colère pour moi. Il m'a tenu la main, sa présence une promesse silencieuse que je ne traversais pas cela seule. J'ai utilisé la petite clé en laiton sur la serrure du coffre en bois. Il s'est ouvert avec un doux déclic. L'odeur de cèdre et de vieux papier a rempli l'air. À l'intérieur, c'était un trésor d'une vie perdue. Il y avait des photographies d'Éléanore et de mon père de leurs brèves années heureuses. Des lettres d'amour qu'il lui avait écrites, remplies de poésie et de promesses d'un avenir magnifique. C'était écœurant de les lire, sachant les mensonges qui sous-tendaient chaque mot. Il y avait une mèche de ses cheveux attachée avec un ruban, un corsage séché, les petits artefacts sentimentaux d'un amour qu'elle croyait réel. D'une certaine manière, c'était la découverte la plus cruelle de toutes. Les documents financiers étaient la preuve d'un crime, mais ce coffre était la preuve d'un cœur brisé. Il ne lui avait pas seulement volé son argent, il lui avait volé sa jeunesse, sa confiance, sa croyance même en l'amour. Il l'avait fait croire à un conte de fées, puis avait brûlé le livre devant elle. Au fond du coffre, j'ai trouvé un journal relié en cuir. C'était le journal d'Éléanore. La première moitié était remplie des entrées étourdies et joyeuses d'une jeune femme amoureuse. La seconde moitié était une chronique de sa découverte lente et angoissante de la vérité. J'ai lu une entrée de la semaine après l'incendie. Richard me serre si fort la nuit. Il me dit que nous reconstruirons. Il est mon roc. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Mais parfois, quand il pense que je dors, je le sens trembler. Je pensais que c'était le chagrin, mais c'est différent. On dirait de la peur. J'en ai lu une autre, des mois plus tard. Les chiffres ne collent pas. L'avocat a dit que la dette est immense. Richard n'arrête pas de dire que nous sommes endettés, mais les prêts sont tous liés à l'entreprise. Il dit que tout est lié. J'ai demandé à voir les papiers et il s'est mis tellement en colère. Il a dit que je remettais en question son intégrité. Il m'a fait me sentir si petite. Sa dernière entrée était datée du jour où leur divorce a été finalisé. Il est parti. Il a pris tout ce qui n'était pas cloué. Il m'a dit que j'avais de la chance qu'il ne me poursuive pas pour détresse émotionnelle. Il m'a regardé avec les yeux d'un étranger. L'homme que j'ai épousé est parti. Je crois qu'en fait, il n'a jamais été là. Je dois le croire. C'est la seule façon pour moi de survivre. Aujourd'hui, je recommence à zéro. Aujourd'hui, je deviens un fantôme. J'ai fermé le journal, mes larmes tombant sur la couverture en cuir usé. Elle avait survécu, mais elle avait été forcée de devenir un fantôme, hantant les bords de sa nouvelle vie, collectant les preuves de ses péchés. La clé qu'elle a laissée derrière, elle n'était pas seulement la clé d'un garde-meuble. C'était la clé de son histoire, une histoire que mon père avait essayé d'enterrer pour toujours. Et elle, par l'intermédiaire de sa sœur Catherine, me l'avait transmise. C'était un héritage, une responsabilité. Je savais ce que je devais faire. Le temps d'être la fille calme, responsable et accommodante était révolu. Cette personne était une fiction, aussi fictive que l'homme que j'avais appelé mon père. L'heure des comptes avait sonné. Le lendemain matin était le jour de la lecture du testament. L'air dans le bureau de l'avocat était vicié et suffisant. Je suis arrivée avec Ben à mes côtés. Je portais également une mallette. Pas mon sac à main, une mallette. C'était un choix délibéré, une mise en scène. C'était l'une des mallettes en cuir du garde-meuble d'Éléanore. À l'intérieur se trouvaient les documents les plus critiques. La police d'assurance annulée, les demandes de prêts falsifiées et les relevés montrant le pillage systématique de mon fonds en fiducie par mon père. Ma mère et Léo étaient déjà là, assis en face du bureau de l'avocat. Ma mère m'a adressé un sourire larmoyant et désapprobateur. « Mia, chérie, tu as l'air si sévère, dit-elle en regardant la mallette. Léo a juste grogné, regardant sa montre. Il était prêt à en finir et à compter son argent. L'avocat, un homme nommé M. Abernathy, qui avait été le complice de mon père pendant des décennies, s'est éclairci la gorge et a commencé. Il a parlé d'une voix monocorde en jargon juridique, sa voix suintant une fausse sympathie. Il a confirmé ce que Léo avait dit, la maison à ma mère,
les effets personnels et le fonds en fiducie à moi. Et puis il est arrivé au plat principal. « Et le reste de la succession, dit-il, marquant une pause pour un effet dramatique, y compris toutes les actions, obligations et l'ensemble du portefeuille d'investissement détenu par Miller Financial, doit être divisé à parts égales entre ma femme bien-aimée, Carol Miller, et mon fils, Léo Miller. » Léo s'est redressé, un air suffisant et satisfait sur le visage. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. « Il a toujours été si généreux !» a-t-elle murmuré. J'ai laissé le silence planant dans l'air un instant. Puis je me suis penchée en avant et j'ai posé la mallette sur le bureau avec un bruit sourd. « Il y a un problème avec ça, » ai-je dit, ma voix claire et ferme. Monsieur Abernathy m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Je vous demande pardon, mademoiselle Miller ?» Léo a levé les yeux au ciel. « Oh, ça y est, Mia, pas maintenant. C'est maintenant ou jamais, Léo, ai-je dit, sans quitter l'avocat des yeux. J'ai ouvert la mallette. Monsieur Abernathy, vous étiez l'avocat de mon père, alors peut-être pouvez-vous clarifier quelques points. Par exemple, ce portefeuille d'investissement auquel vous faites référence. Est-ce le même portefeuille qui a été financé, en partie, par mon père vendant systématiquement des actions à découvert en utilisant l'argent qu'il volait de mon fonds en fiducie? J'ai fait glisser les relevés de courtage sur le bureau. Le visage d'Abernathy est devenu blême. Il a pris la feuille du dessus, sa main tremblant visiblement. Léo s'est levé d'un bond. « Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi tu parles? C'est de la folie. Vraiment ?» ai-je contré, ma voix glaciale. « Où est-ce de la folie que mon père, Richard Miller, le grand magicien de la finance, était aussi un voleur ordinaire qui a bâti sa fortune sur le dos d'une famille qu'il a détruite il y a 30 ans? J'ai alors sorti le dossier sur Jensen's Fine Woods, les documents de prêt falsifiés, la police d'assurance annulée. Je les ai étalés un par un, comme une main de poker que je savais ne pas pouvoir perdre. Il a mis en faillite la famille de sa première femme. Il pourrait même avoir été responsable de l'incendie qui les a ruinés. Il a volé leur argent, l'a utilisé pour t'épouser, maman, et acheter la maison dans laquelle vous vivez. Et puis, pour couronner le tout, il a passé les 10 dernières années à me voler. La pièce était totalement silencieuse, à l'exception du bruissement frénétique du papier, alors que M. Abernathy parcourait les documents que j'avais fournis. Son calme professionnel s'était évaporé, remplacé par le regard paniqué d'un homme voyant son propre monde confortable sur le point d'imploser. Les crimes de mon père étaient une chose, mais la complicité d'un avocat pour les cacher en était une autre. Sa carrière défilait devant ses yeux. Ma mère me fixait, son visage un masque d'incrédulité et d'horreur. « Mia, que dis-tu? C'est du poison. Cette femme, cette horrible femme aux funérailles, elle t'a eu. Elle te remplit la tête de mensonges. Son nom était Catherine Jensen, dis-je calmement, et sa sœur, Eleanor, était la première femme de mon père. Ce ne sont pas des mensonges, maman, c'est son journal, ce sont ses documents. C'est la vérité que tu n'as pas connue ou que tu as choisi d'ignorer. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant sur son visage la moindre lueur de reconnaissance, le moindre signe qu'elle savait. « Le savais-tu, maman? Savais-tu d'où venait l'argent pour acheter notre maison? T'es-tu déjà demandé pourquoi tout son passé avant de te rencontrer était un blanc total? » Elle a simplement secoué la tête, des larmes coulant maintenant sur son visage, de vraies larmes de choc et de panique. « Non, non, il m'a dit qu'il avait eu un mauvais divorce. Il a dit qu'elle était instable. Il a dit qu'il devait se protéger. » Sa voix s'est éteinte alors que les implications de ce qu'elle disait lui apparaissaient. Elle avait cru à l'histoire. L'histoire qu'il avait conçue juste pour elle, faisant d'elle l'héroïne qu'il avait sauvée de l'ex-femme folle. Elle était aussi une victime, à sa manière. Une victime consentante, peut-être, qui a profité des fruits de son crime, sans poser trop de questions, mais une victime néanmoins. Léo, cependant, était une autre histoire. Il ne pleurait pas. Il était furieux. Son visage était rouge, une veine palpitant à sa tempe. « Tu détruis cette famille » a-t-il rugi, pointant un doigt tremblant vers moi. « Pourquoi? Une vieille histoire? Papa est mort. Quel est l'intérêt de traîner son nom dans la boue? » « Son nom ?» J'ai ri, un son amer et sans humour. « Son nom ne vaut rien, Léo. Et son portefeuille non plus. » J'ai demandé à un expert comptable judiciaire indépendant d'examiner cela. La fortune dont vous héritez est une fantaisie. C'est de la poudre aux yeux. L'entreprise est endettée jusqu'au cou avec des prêts secrets. Il a déshabillé Pierre pour habiller Paul pendant des années. Il me volait pour habiller Paul. L'homme était insolvable. Il n'y a pas d'argent. La couleur a quitté le visage de Léo. La suffisance, l'arrogance, tout a disparu, remplacé par une panique brute et animale. Il ne s'agissait jamais de la mémoire de papa. Il ne s'agissait que de l'argent.
Et je venais de lui dire que le coffre était vide. « Tu mens », a-t-il sifflé. « Tu essaies de nous évincer. Tu essaies de tout prendre pour toi. »« Il n'y a rien à prendre, Léo, » dis-je en me levant. « Tu ne comprends pas? Tout est parti. » La seule chose de valeur qui lui restait était mon fonds, et il le dilapidait assez vite. Je me suis tournée vers M. Abernathy. J'ai déposé une plainte formelle contre la succession de mon père pour fraude et vol. Tous les actifs doivent être gelés, en attendant une enquête complète. En tant que créancière principale, puisqu'il m'a volé, ma créance sera réglée en premier sur ce qui restera après le paiement de la montagne de dettes. Ce qui signifie, maman, Léo, que vous n'aurez rien. En fait, vous aurez de la chance si vous pouvez garder la maison. Les retombées furent rapides et brutales. Léo ne l'a pas bien pris. Son déni s'est transformé en une rage désespérée d'animal acculé. Il s'est jeté sur le bureau, non pas sur moi, mais sur les papiers, essayant de les balayer par terre, de les faire disparaître. « Mensonges! Ce sont tous des mensonges !» a-t-il crié, sa voix se brisant. Ben, qui se tenait silencieusement près de la porte, a bougé en un instant, attrapant le bras de Léo avant qu'il ne puisse faire de réels dégâts. « Léo, arrête !» a dit Ben, sa voix calme mais ferme, contrastant fortement avec l'hystérie de mon frère. Monsieur Abernathy, enfin secoué, a bégayé. « Cette réunion est terminée. C'est une affaire civile. Je ne tolérerai aucune violence dans mon bureau. » Ma mère est restée assise là, émettant un étrange son plaintif et aigu, les mains sur le visage. Elle regardait son monde entier, celui que Richard avait construit pour elle, se dissoudre devant ses yeux. Léo s'est finalement affaissé, le combat le quittant, alors que la réalité de la situation commençait à pénétrer son crâne épais. Les chiffres ne mentaient pas, les documents étaient réels. Le parachute doré qu'il attendait toute sa vie venait de se révéler être un sac de pierre. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une haine si pure qu'elle était presque belle dans son honnêteté. « Tu nous as toujours détestés, » a-t-il craché. « Tu as toujours été jalouse de moi et de papa. C'est ta vengeance, n'est-ce pas? Tout réduire en cendres parce que tu n'as jamais été sa préférée. » C'était si absurde, si parfaitement dans son personnage, que j'ai failli rire. Après tout ce que je venais de révéler sur le genre d'homme qu'était notre père, la seule conclusion de Léo était que j'étais jalouse. Il était incapable de voir notre père comme autre chose qu'un prix à gagner. « Tu as raison, Léo, » ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. « Je suis juste dévastée de ne pas avoir été l'enfant préféré d'un escroc, d'un voleur et d'un sociopathe. Ma vie est ruinée. » Je lui ai tourné le dos et j'ai regardé ma mère. Ses plaintes s'étaient calmées pour devenir des sanglots silencieux et secoués. « La maison est lourdement hypothéquée, maman, » ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. J'ai ressenti une lueur de pitié pour elle. C'était une femme qui avait construit son identité sur le fait d'être Madame Richard Miller. Maintenant, Richard et la fortune Miller étaient tous deux démasqués comme des impostures. Il a contracté une deuxième et une troisième hypothèque dessus il y a des années. « Tu ne pourras pas te la permettre. Tu devras la vendre. » Elle a levé les yeux vers moi, son visage marbré et enflé. « Où irai-je » a-t-elle murmuré. « Que ferai-je » C'était la question d'une enfant, pas d'une femme adulte. Pendant des décennies, elle avait sous-traité sa vie, sa sécurité et sa moralité à mon père. Maintenant qu'il était parti, elle était complètement à la dérive. « Je ne sais pas, maman, » ai-je dit, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas responsable de lui trouver la réponse. Ce n'est plus mon problème à résoudre. Ben et moi sommes sortis du bureau, laissant derrière nous les débris de la famille Miller. L'air extérieur semblait propre et frais. J'ai pris une profonde inspiration, la première qui ne me semblait pas oppressée. C'était la respiration d'une femme qui venait d'être libérée. Dans les semaines qui ont suivi, le tableau complet de la ruine financière de mon père s'est dessiné. L'expert comptable judiciaire que j'avais engagé a travaillé avec les avocats de la succession et a confirmé tout ce que les documents d'Eleanor suggéraient, et plus encore. Le cabinet de conseil financier Prosper, de mon père, était une chaîne de Ponzi à une échelle réduite et personnelle. Il utilisait l'argent des nouveaux clients pour payer d'anciennes dettes et créer l'illusion de rendement. Il avait plusieurs cartes de crédit secrètes, tout au maximum de leur capacité. L'homme qui me faisait la morale sur la responsabilité fiscale avait plus de dettes qu'un petit pays. Le portefeuille, que Léo et ma mère devaient hériter, était en grande partie fictif. Une collection d'actions presque sans valeur et de société, écran qui n'existait que sur le papier. Une fois la fraude contre mon fonds réglée et que la montagne d'autres créanciers a pris sa part, il ne restait, comme je l'avais prédit, plus rien. En fait, la succession était dans le rouge. Léo a été forcé de faire face au fait que toute sa carrière, que mon père avait aidé,
a démarré avec un « prêt généreux » était également financé par cet argent volé. L'entreprise qu'il pensait avoir bâtie n'était qu'une autre branche de l'arbre pourri de mon père. Il a dû déclarer faillite. L'humiliation était totale. Il est passé du statut de Golden Boy de la ville à celui d'une histoire édifiante du jour au lendemain. Il a essayé de se battre, bien sûr. Il a engagé un avocat pour contester ma réclamation, arguant que j'étais indûment influencée, que les documents étaient des faux, mais les preuves étaient accablantes, la trace écrite était indéniable. Sa contestation a été rejetée par le tribunal avec mépris. Ma mère a dû vendre la maison. Tous les meubles coûteux, les œuvres d'art, les symboles de leur vie parfaite, ont été vendus lors d'une vente successorale pour une bouchée de pain. Elle a fini par emménager dans un petit condominium stérile, le genre d'endroit qu'elle regardait autrefois avec pitié. La communauté qui l'avait autrefois vénérée, elle et mon père, chuchotaient maintenant dans leur dos. Elle avait perdu sa maison, son statut et son histoire, tout en même temps. Elle m'a appelée une fois, environ 1 mois après la lecture du testament. Sa voix était faible. Elle n'a ni crié ni m'a accusée. Elle a juste demandé « Pourquoi, Mia ? Pourquoi as-tu dû tout déterrer ? Nous aurions pu être heureux sans savoir. »« Étais-tu heureuse, maman ?» ai-je demandé doucement. « Ou étais-tu juste confortable ? Il y a une différence. » Elle n'avait pas de réponse. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je ne l'ai pas fait par cruauté. Je l'ai fait par nécessité. Il faisait partie d'une vie basée sur un mensonge, et je ne pouvais plus vivre ce mensonge. Rompre avec eux n'était pas seulement une question d'argent ou de trahison, c'était une question de choisir ma propre réalité. C'était une question d'honorer la vérité, aussi laide soit-elle. C'était une question d'honorer Eleanor. J'ai pris une partie de l'argent que j'ai récupéré de mon fonds et j'ai retrouvé Catherine Jensen. Je le lui ai donné. Ce n'est pas grand-chose, ai-je dit. Et c'est 30 ans trop tard. Mais c'est ce qu'il a volé. C'est à vous. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté. Eleanor m'a laissé la clé, lui ai-je dit. Elle m'a laissé la vérité. Ça vaut plus que ça, s'il vous plaît. Que ce soit la fin de l'histoire. Que sa famille ait le dernier mot. Elle a finalement accepté, les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la justice. Une petite partie, tardive, mais profondément significative. La vie après l'explosion était calme. Étrangement calme au début. Pendant des années, mon téléphone avait été un canal pour les besoins de ma famille, une source constante d'anxiété de bas niveau. Un appel de ma mère signifiait qu'elle avait besoin d'un service ou qu'elle voulait se plaindre. Un texto de Léo était presque toujours le prélude à une demande d'argent. Une convocation de mon père était un ordre d'apparaître et de jouer mon rôle. Maintenant, il y avait le silence. Pas de culpabilisation, pas de commentaires passifs-agressifs, pas d'urgence fabriquée. Au début, le silence ressemblait à un vide. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, me préparant à un appel entrant qui ne venait jamais. C'était comme avoir un membre fantôme. La source de la douleur avait disparu, mais je ressentais toujours la douleur. Ben m'a aidé à traverser cette période. « Tu as été en mode combat-fuite pendant 28 ans », a-t-il dit un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, la simple domesticité de l'instant ressemblant à un acte radical de paix. « Ton corps attend toujours la prochaine crise. Il va falloir du temps pour apprendre à simplement être. » Il avait raison. J'ai dû consciemment me défaire des schémas de comportement que ma famille m'avait inculqués. J'ai dû apprendre qu'il était acceptable de faire passer mes propres besoins en premier, que « non » était une phrase complète, et que ma valeur, en tant que personne, n'était pas liée à mon utilité pour les autres. C'était un processus lent et délibéré de reconstruction de moi-même à partir de zéro. J'ai commencé à suivre une thérapie, une vraie thérapie, pas celle que Léo avait suggérée pour me réparer. J'ai parlé de mon père, pas seulement du monstre qu'il s'est révélé être, mais de l'homme déroutant, charismatique et manipulateur qui m'avait élevé. J'ai fait le deuil du père que je pensais avoir, celui dont j'avais si désespérément cherché l'approbation. C'était un deuil compliqué, pleurer un homme qui n'a jamais vraiment existé. J'ai dû accepter que l'amour que je ressentais pour lui et l'amour que je pensais qu'il ressentait pour moi étaient construits sur des fondations de mensonges. Mais les sentiments avaient été réels, du moins de mon côté, et je devais faire la paix avec cela. J'ai aussi dû démêler le nœud complexe de ma relation avec ma mère et mon frère. J'ai dû leur pardonner, non pas pour eux, mais pour moi. Leur pardonner ne signifiait pas les laisser revenir dans ma vie. Cela signifiait abandonner la colère et le ressentiment qui me liaient à eux. Cela signifiait accepter qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Une femme faible qui a choisi le confort plutôt que le courage, et un homme arrogant qui a hérité de l'arrogance de son père, mais pas de sa ruse. Il n'était plus mon problème à résoudre, ma responsabilité à porter. Il n'était que 2 personnes que j'avais connues. Le silence qu'il y avait autrefois,
semblait être un vide, a lentement commencé à ressembler à la paix. C'était le son de ma propre vie, attendant d'être vécue selon mes propres termes. 6 mois après les funérailles, Ben et moi nous sommes mariés. Ce n'était pas une grande cérémonie. Nous sommes allés au palais de justice avec Catherine Jensen et quelques-uns de nos amis proches comme témoins. Il n'y avait pas de lice, pas de fil de condoléances, pas de performance. C'était simple, honnête et réel. Debout là, tenant les mains de Ben, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. Je choisissais ma propre famille, une famille basée sur le respect mutuel, l'amour et l'honnêteté. Après la cérémonie, nous sommes tous allés dîner dans un charmant restaurant. Catherine a levé son verre. « À Eleanor », a-t-elle dit, les yeux brillants. Elle aurait adoré voir ça. Elle a été un fantôme pendant trop longtemps. Tu l'as enfin laissé reposer. Puis elle m'a regardée. Et à Mia, qui a eu le courage de tourner la clé. Nous avons bu le toast, et j'ai ressenti un sentiment de clôture que je n'aurais jamais cru possible. Plus tard dans la nuit, Ben et moi regardions par la fenêtre de notre chambre d'hôtel. Les lumières de la ville scintillaient en bas, 1 million d'histoires distinctes se déroulant en même temps. « Penses-tu parfois à eux » demanda doucement Ben. « Ta mère et Léo » ? Parfois, ai-je admis. Plus avec colère, plutôt avec une sorte de tristesse détachée. Je pense à ce qu'ils ont perdu. Pas l'argent, mais la chance de vivre une vie honnête. Ils sont piégés dans les décombres des mensonges de mon père et ils ne savent même pas comment en sortir. J'avais vu ma mère quelques semaines auparavant, par hasard, dans une épicerie. Elle avait l'air plus âgée, plus petite. Elle poussait son propre chariot, examinant attentivement le prix des céréales. Elle ne m'a pas vue et je ne l'ai pas approchée. Il n'y avait plus rien à dire. Notre relation avait été une victime de la vérité, des dommages collatéraux dans une guerre que je n'avais pas commencée mais que je devais finir. Mon père avait planté une bombe à retardement silencieuse au centre de notre famille, et c'est moi qui avais dû la faire exploser. L'explosion a été chaotique et destructrice, mais elle était nécessaire. Elle a balayé les mensonges, la manipulation, les années de souffrance silencieuse. Des décombres, j'ai enfin pu construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait vraiment. J'ai pensé à la dernière entrée du journal d'Eleanor. Aujourd'hui, je deviens un fantôme. Elle avait été forcée de vivre dans l'ombre. En exposant les secrets de mon père, j'étais involontairement entrée dans la lumière. J'avais pris l'histoire qu'il avait tenté d'enterrer et je l'avais exposée au grand jour. Ce n'était pas seulement ma justification, c'était la sienne aussi. J'ai eu une pensée étrange. Mon père, le maître du contrôle, avait perdu le contrôle de son propre récit. Son héritage soigneusement entretenu était en cendres, et les 2 femmes qu'il avait le plus lésées étaient celles qui avaient fini par écrire le dernier chapitre de son histoire. Il y avait là une justice poétique et sombre que je trouvais profondément satisfaisante. 1 an s'est écoulé depuis ce jour dans le bureau de l'avocat. Le calme qui me semblait autrefois si étrange est maintenant ma normalité. C'est un calme paisible et productif. Ben et moi avons acheté une petite maison dans un quartier où personne ne connaît le nom de Miller. J'ai lancé ma propre entreprise de design graphique, quelque chose dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais eu la confiance de poursuivre. Il s'avère que lorsqu'on ne dépense pas toute son énergie émotionnelle à gérer une famille dysfonctionnelle, il en reste beaucoup pour ses propres objectifs. Ma vie est maintenant délicieusement, merveilleusement ennuyeuse. Elle est remplie de petites choses heureuses. Me réveiller à côté de l'homme que j'aime, promener notre chien dans le parc, la satisfaction d'envoyer une facture pour un travail bien fait. Ce sont les choses que le drame de mon père, le besoin de ma mère et l'arrogance de mon frère avaient évincées pendant si longtemps. C'étaient les mauvaises herbes qui étouffaient le jardin. J'ai dû les arracher à la racine. J'ai toujours le coffre en bois du garde-meuble d'Eleanor. Il est dans mon bureau. Je ne l'ouvre pas souvent, mais j'aime savoir qu'il est là. C'est un rappel. Un rappel que la vérité est plus importante que le confort, que les secrets sont un cancer, et que le passé, peu importe à quelle profondeur on l'enterre, trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Je garde aussi la petite clé en laiton. Elle est sur mon bureau dans une petite soucoupe. C'est ma pierre de touche. Elle me rappelle la femme qui a eu le courage de me la donner, et la femme qui a eu le courage de l'utiliser. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais écouté ma mère et Léo. Si j'avais jeté la clé et accepté la version aseptisée de l'histoire, j'aurais hérité d'un fonds en fiducie qui était secrètement vidé jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Léo et ma mère auraient hérité d'une montagne de dettes déguisées en fortune. Les mensonges auraient continué, s'infectant sous la surface, jusqu'à ce que toute la structure pourrit s'effondre d'elle-même, probablement d'une manière encore plus spectaculaire et dommageable. En forçant les choses, je n'avais pas détruit la famille. J'avais simplement exposé le fait qu'elle était déjà détruite.
J'ai juste allumé les lumières dans une maison qui pourrissait dans l'obscurité depuis des décennies. Mon père était un homme qui construisait des cages. Il en a construit une pour la famille d'Éléanor avec des dettes et la ruine. Il en a construit une pour ma mère avec des mensonges et une dépendance confortable. Il en a construit une pour Léo avec l'arrogance et de fausses promesses. Et il en a construit une pour moi avec la culpabilité et la responsabilité. La clé n'a pas seulement ouvert un cadenas sur un garde-meuble. Elle a ouvert toutes les cages. Ils étaient libres d'y rester s'ils le choisissaient. Mais moi, je prenais mon envol. Le changement le plus profond dans ma vie n'est pas l'absence de mon ancienne famille, mais la présence de ma nouvelle. C'est la famille que j'ai choisie. C'est Ben, mon ancre et mon partenaire, dans tous les sens du terme. C'est Catherine, avec qui je déjeune une fois par mois. Nous ne parlons plus jamais de mon père. Nous parlons de livres, de politique et de la chose amusante que son chat a faite la semaine dernière. Nous sommes deux femmes de générations différentes, liées par une histoire étrange et tragique, qui avons décidé d'en construire une nouvelle, plus heureuse, ensemble. Elle est devenue la tante que je n'ai jamais eue. Ma vie m'appartient maintenant. Mes victoires sont les miennes. Mes erreurs sont les miennes. Je ne suis plus la responsable, la pacificatrice, l'amortisseur. Je suis juste Mia. Et c'est plus que suffisant. La plus grande peur de mon père était d'être démasqué. Il a passé sa vie entière à soigner une image, à construire un mur de mensonges pour protéger son ego fragile et son existence frauduleuse. Son héritage n'est pas celui d'un leader communautaire ou d'un succès financier. Son véritable héritage est une boîte de documents dans mon bureau et une histoire de destruction. Il n'était pas un bâtisseur, c'était un expert en démolition. Il a démoli des vies, la confiance et des avenirs. Je suis arrivée à la conclusion que mes actions n'étaient pas une attaque contre sa mémoire. On ne peut pas profaner quelque chose qui n'a jamais été sacré en premier lieu. Mes actions étaient un acte de préservation. Je préservais la vérité. Je préservais la mémoire d'Eleanor Jensen et de sa famille. Et au final, je me préservais moi-même. J'ai choisi de me sauver d'être la dernière victime d'une longue lignée. J'ai choisi mon propre avenir plutôt que son passé fabriqué. C'était la chose la plus égoïste et la plus altruiste que j'ai jamais faite. Je suis en paix maintenant. Une paix profonde et durable que j'ai gagnée avec chaque question difficile, chaque conversation ardue et chaque lien rompu. Je ne suis plus un collage des attentes et des besoins des autres. Je suis ma propre personne, entière et complète. Mais je me demande encore, de temps en temps, quel chemin j'ai emprunté. J'ai fait exploser toute la structure de ma famille sur la base d'un secret confié par une inconnue. J'ai choisi la vérité d'une femme morte plutôt que le confort de ma famille vivante. Alors je vous le demande. Ce que j'ai fait était-il un acte de justice ou un acte de vengeance froid et calculé? Suis-je allé trop loin ou pas assez?